19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 12 octobre 2020. L'incompréhension et la surprise nous viennent de Maradi, où le gouverneur de la région, Oumarou Zakari, a écrit au député national Sani Lawalidi Atia pour le mettre en garde de ne plus donner de crédit à la population de Maradi. Plus de précisions avec Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou dans ce dossier. La surprise et l'incompréhension sont venues de la région de Maradi où, contre toute attente, le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, a écrit une lettre chargée de menaces à l'endroit du député Sani Atia pour lui dire d'arrêter ses activités d'aide au développement de la région de Maradi. Alors on se demande quel guêpe a bien pu piquer le gouverneur de Zakari Oumarou au point de penser, d'écrire et de croire qu'il peut proférer des menaces à l'encontre du député national Sani Atia. Dans cette nouvelle croisade du gouverneur Oumarou Zakari, de quoi est-il question? Eh bien, d'une façon irréfléchie, le gouverneur de la région de Maradi a traité le député Sani Atia d'usurier concernant les crédits sans intérêt qu'il accorde aux populations pour entreprendre des activités. Aussi soucieux de préserver sa dignité, le député Sani Atia a réagi en ces termes. wata letter 037 numero da sunan cewa da sinyan zakar umaru bisa takarda din wanda ya rubuta mizu angar da kamar kashedi da sunan cewa kan mu sake ramta mu mutane kuɗi nan cikin jihar Maradi. Ya ce cikin karce-karce mana cewa za mu ramta kuɗi da departama da duka reshen. Kan mu sake wannan daga yawa ya hana, in kuma aka yi akwai abin da zai faruwa. Dalili na biyu kuma ya ce saboda kuɗi da ruwa ne muke yi, kuma kuɗi da ruwa ba mai izinin yin shi sai banki. An yi luwa 2010 tun kamun su zo iko aka yi luwa din, aka ce banki kaɗai ke da izinin ba da kuɗi da ruwa. Luwa lalle haka ne, kuɗi da ruwa ba mai izinin yin su sai banki. Amma ni ba kuɗi da ruwa ne nake ba, kuɗi ne nake ba da awa tallahi taimako kamar yadda dokokinmu na musulunci da alkur'ani ya ce a yi taimake ne juna. Wannan kalma ta kuɗi da ruwa, gwamna Zakari, in kana so ka janye ta daga yau kana da dama da za ka janye ga kalma da ka buge ni da ita ta kuɗi da ruwa. Ni ba na kuɗi da ruwa, ban taɓa kuɗi da ruwa ba. Wanga ƙur'ani ne izhi sattin gashi tun da nake ba mutane rance na rance da izini sattin na Qur'ani ban wanda na taba cewa ya kara man dala, ba wanda na taba cewa ya kara man dala, kuma dan Allah nake ba mutane dan su samu ƙarfi. Allah ya san abin da ke tsakanina da shi, ni na san abin da ke alƙawarin da ke tsakanina da Allah, kuma na san abin da yasa nake mutane haka. Concernant ce combat engagé entre le député national Sani Atia et le gouverneur de la région de Maradi, Oumarou Zakari, l'acteur de la société civile Nuhu Arzika s'est prononcé dans le sens de remettre les pendules à l'heure. Lui, il est un gouverneur. Donc, le gouverneur, il est sous administration, il est radicalement inférieur au ministre même de son, je sais pas, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'est qu'un membre du gouvernement et que tous les membres du gouvernement sont sous l'autorité du Premier ministre. Et même le Premier ministre, le député est au-dessus de lui. Un député. La Constitution est claire à son article 87. Chaque député est représentant de la nation entière. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer que le député est banal et à banaliser. De par les activités qu'il met, il a décidé de faire des choses comme ça. On a vu qu'il a acheté des motos en Maradi, qu'il a donné des motos à des jeunes moyennant les conditions qu'il a déterminées. Et souvent, il y a des quotes-parts qu'il faut donner, et une sorte de contrepartie. Souvent, c'est sans contrepartie. Des gens qui sont assis, qui ne font rien, qui n'ont aucune activité, et qui viennent à se retrouver avec quelqu'un qui développe une initiative où il dit qu'il est prêt à les acheter les outils de travail et qu'ils vont rembourser à partir d'un certain moment donné sous les conditions qui sont déterminées pour qu'on puisse encore répliquer en donnant aux autres. Mais
Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut comprendre que le gouverneur vienne à dire que non, non, ce monsieur, c'est un trompe-l'œil qu'il fait, c'est un menteur? Dans quel but? Pourquoi quelqu'un va raisonner? Même si c'est une personne qui l'a donné, c'est son argent. Il l'a donné à une personne. Il a aidé 10 personnes. Si vous avez pensé qu'il va aider 1000 personnes, il a aidé 10 personnes. Donc, il a aidé 10 personnes. Où est le problème? Est-ce que cela doit donner lieu à une menace et à venir l'intimider et à dire que non, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas ça et qu'il n'a pas le droit de le faire? Rien ne dit qu'on ne peut le faire. Il n'y a aucune loi au Niger qui empêche à un citoyen qui a la possibilité de faire ce genre de choses, d'aider ses compatriotes, surtout que pour la première fois sous la 7e République, nous avons adopté un principe qu'on appelle le principe de justice sociale et le principe de solidarité nationale. Enfin, il ne faut pas le cacher, avec cette affaire qui oppose le député national Sani Atia au gouverneur Oumarou Zakari, le régime de la Renaissance est en train de perdre des points, particulièrement en ce qui concerne les initiatives de développement qui méritent d'être encouragées. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de l'intervention de Noufou Arzika. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC a procédé au lancement de la mise en place d'un entrepôt des données de régulation de l'énergie au Niger. C'était ce matin dans la salle de réunion de la dite institution. Nafissa Touzakou, Sadoudoumi. Conformément à ses missions et à travers son schéma directeur 2018-2020, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARC, décide de mettre en place un entrepôt des données de régulation au Niger. C'est ainsi qu'un avis de recrutement international a été lancé depuis le mois de juillet 2020 et c'est le cabinet Data Skills Value de Paris, dirigé par des Nigériens de la diaspora, qui a été sélectionné pour conduire ce projet d'importance capitale pour le régulateur, mais aussi pour l'ensemble des parties prenantes dans la gestion du secteur de l'énergie au Niger. En effet, dans le contexte actuel, marqué par une forte demande d'information, sans doute liée à la libéralisation du marché de l'électricité et accentuée par une nécessité absolue d'avoir des données fiables, sûres et à jour, nous avons le devoir, en tant que régulateur, de les mettre à la disposition des différents publics à tout moment. Il y va de notre crédibilité et de notre raison d'être. Il faut aussi rappeler qu'à l'heure actuelle de digitalisation accélérée par la création de plusieurs services dématérialisés, l'ARC ne saurait rester à la marge du changement. D'une importance capitale pour la gestion du secteur de l'énergie, l'objectif de ce projet est de mettre en place un entrepôt de données de régulation selon un schéma adapté dans le contexte de l'ARC et réaliser à partir de cet entrepôt un modèle de business intelligence capable de fournir à tout instant, suite à des requêtes, la production des informations, la production des rapports, des statistiques, des reportings et indicateurs clés du secteur de l'énergie au Niger. Cela est nécessaire pour réguler ce secteur, mais aussi pour assurer des bonnes prises de décision au grand bonheur de l'État, des investisseurs, des opérateurs et surtout des consommateurs. En réalisant ce projet, nous marquons notre présence active sur le marché de régulation de l'électricité de la CEDEAO à travers la publication des informations fiables extraites après analyse de cet entrepôt. Pour rappel, l'ARC est une autorité administrative indépendante qui assure une mission de service public de régulation des activités exercées dans les sous-secteurs de l'électricité et des hydrocarbures. Installation officielle ce matin de la Commission nationale indépendante d'organisation des examens uniques de certification en santé, session 2020. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique, également président de la dite session qui a présidé la cérémonie. Nafissa Touzakou, Halidou Brema. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2017-2021 que le ministère de la Santé publique avait entamé la réalisation de plusieurs réformes visant à rendre efficace le système de santé.
Parmi ces réformes figure en bonne place l'organisation d'un examen unique de certification pour toutes les écoles de formation en santé au Niger, d'où cette cérémonie qui marque l'installation de la Commission nationale indépendante d'organisation de l'examen unique de certification en santé session 2020. Notre pays a décidé une harmonisation des programmes qui a débouché sur l'organisation de la première session de l'examen unique de certification en santé à l'échelle du pays en 2011. Cette démarche innovatrice, introduite dans notre système de formation initiale, a pour finalité l'application des règles de qualité dans les enseignements, l'harmonisation des conditions d'accès aux filières de formation, la dénomination des diplômes délivrés ainsi que leurs équivalences, la durée de la formation et le contenu même des programmes. Cet examen unique organisé sur toute l'étendue du territoire national vise comme objectif de relever le défi d'améliorer la qualité de la formation initiale en santé. Il concerne l'ensemble des écoles et instituts privés et publics de santé présentant des candidats, avec la participation de l'ensemble des acteurs internes et externes intervenant dans la formation du personnel en santé au Niger. Comme pour les sessions précédentes, la Commission nationale indépendante en charge de l'examen unique de certification en santé aura plusieurs charges à son actif pour cette 9e session. Le fonctionnement régulier de la Commission nationale et des commissions régionales, l'examen des dossiers soumis par les commissions régionales, l'équipement en matériel didactique des commissions, l'élaboration et l'acheminement des épreuves théoriques dans tous les centres d'examen, l'acheminement des membres du jury des épreuves pratiques, l'organisation et la supervision des épreuves théoriques et pratiques, l'enregistrement et la vérification des notes, la délibération des résultats, la publication de la liste des candidats admis. Cet agenda, certes ardu, est censé se dérouler pendant 6 semaines d'affilée. À noter qu'en prélude à l'installation de la présente commission, des missions de renforcement des capacités ont été organisées en direction des commissions régionales. Début ce matin à la prestigieuse université privée, la première européenne au Niger, Suisse IMEF University, de la semaine de l'étudiant qui marque la rentrée académique 2020-2021. Une semaine dont l'ouverture a vu le vernissage d'un ouvrage de l'ancien Premier ministre de la transition militaire de Salou Jibo intitulé « L'administrateur civil au service du citoyen et de la défense du bien commun ». Un témoignage de l'auteur Mamadou Danda qui a arrêté la présence d'éminentes personnalités politiques, coutumières, universitaires, mais aussi nos reporters Adam Soumana et Chebou Gisso. Les locaux de l'université privée suisse au Niger, Suisse UMEF, ont enregistré une affluence des étudiants de ce centre d'excellence en cette matinée du 12 octobre 2020. Et quoi de plus normal, car il s'agit là de la rentrée académique solennelle 2020-2021. Les étudiants anciens comme nouveaux ont reçu un accueil chaleureux de la part de l'administration de cette université qui a également réservé un accueil de grand jour aux invités de marque de cet événement. Un événement qui se veut la semaine de l'étudiant rentrant dans le cadre des activités extra-académiques de la prestigieuse école et marqué par le vernissage d'un ouvrage d'une personnalité politique du pays, de surcroît ancien Premier ministre, intitulé « L'administrateur civil au service du citoyen et de la défense du bien commun de la territoriale au gouvernement aux côtés des présidents Séni Kounché, Ali Seibou et Salou Jibo ». Occasion pour l'auteur d'édifier l'assistance et au-delà tous les lecteurs sur l'objectif visé à travers cet ouvrage. Mon souci, c'était de pouvoir léguer l'expérience, parce qu'on a beaucoup de cadres de haut niveau qui font un peu l'expérience dans les labyrinthes de l'administration et malheureusement qui s'éteignent et qui rejoignent l'expression qui dit que quand un vieillard décède, c'est toute une bibliothèque qui me brûle. Alors on n'a pas intérêt à faire en sorte que les bibliothèques brûlent. Il faut qu'on essaye de faire l'effort d'écrire et de laisser ça entre les mains des plus jeunes. C'est la seule façon de démontrer à beaucoup que tout n'a pas commencé à partir d'eux. Beaucoup de choses ont été déjà faites et chacun ne pourrait venir que construire, faire ce qu'il peut et puis passer la main aux autres.
Cette cérémonie de vernissage a enregistré, outre la présence des étudiants de UMEF University of Niger, celle d'un ancien chef de l'État, des anciens premiers ministres, anciens présidents de l'Assemblée nationale et honorables chefs coutumiers, des responsables des institutions de la République ainsi que des éminences grises, des personnalités qui n'ont pas manqué d'apprécier l'ouvrage pour les uns et son auteur pour les autres. Féliciter personnellement son Excellence M. Mohamed Danda, ancien Premier ministre, au nom de nos trois chefs d'État, tous porteurs de tenue. Donc, si Mohamed Danda relatait donc ce qu'il venait de dire, la réalité des faits sur le terrain, parce que la réalité dans les bureaux et la réalité sur le terrain, c'est tout à fait différent. Vous avez fait œuvre pédagogique, vous avez fait état de votre expérience, mais vous avez aussi montré que vous êtes un chercheur. Donc je recommande vraiment cet ouvrage, aussi bien aux anciens qui sont là. L'intérêt de cet ouvrage, de mon point de vue, réside non seulement en ce qu'il pose un diagnostic sans complaisance de l'évolution de l'administration nigérienne, mais aussi il donne des pistes de solutions. Et je crois que les gouvernants futurs de ce pays gagneront à jeter un coup d'œil sur cet ouvrage. J'ai tenu à être présent parce que j'ai donné de voyager pour retourner dans mon contrée. Et comme on a compris, quand il y a cette cérémonie, j'ai tenu à rester et vraiment participer. Et spécifiquement, je l'encourage à continuer maintenant pratiquement la formation qu'il a commencé à donner à nos jeunes et aussi à faire mieux connaître l'administration et l'État de Niger. L'administration, maman. Fort du succès enregistré par ce début de la semaine de l'étudiant de UMEF University of Niger, le premier responsable de cette université a, en marge de la cérémonie de vernissage, donné les raisons ayant motivé l'organisation de cet événement. Nous, notre mission, c'est la formation des jeunes. Et dans la formation des jeunes, vous savez que le livre occupe une place très très importante. Et M. Danda, étant un ancien Premier ministre, avec 40 ans d'expérience dans l'administration, avait décidé d'écrire un livre pour partager son expérience avec les jeunes qui sont bien évidemment les futurs administrateurs, les futurs dirigeants. Et nous avons estimé utile que ce vernissage se fasse chez nous, à UMEF, pour que nos étudiants puissent avoir une rencontre avec l'auteur, discuter avec l'auteur, et pour l'essentiel, l'auteur intervient aussi dans notre université dans quelques matières. Donc c'est très important pour nos jeunes de savoir qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Niger a besoin de gens rigoureux, des gens engagés et des gens qui mettent leurs compétences en avant. Et c'est ce mérite-là que nous voudrons que les jeunes comprennent, et c'est une occasion inédite pour eux de rencontrer des grandes personnalités. Édité en cette année 2020 chez la maison d'édition L'Harmattan, cet ouvrage de 121 pages du docteur Mamadou Danda est à lire et à relire absolument par l'ensemble des concitoyens. Aussi, bonne semaine de l'étudiant à UMEF University of Niger qui vient encore une fois de prouver son slogan. À UMEF, nous pensons différemment. Remise de dons ce matin dans le village de Aïbaché, dans le département de Baleyara, région de Tilaberi, par l'ONG Libo. Un don de vivre au profit des personnes sinistrées de cette localité. Asma Osedou et Aboubakar Souley. Des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de savon, le tout d'une valeur d'un peu plus d'1 400 000 francs CFA, telle est la composition de ce don offert par l'ONG Lipo aux personnes sinistrées du village de Aïbaché, commune rurale de Tagazar dans le département de Baleyara, située à 100 km de la capitale Niamey. Lipo, une ONG qui œuvre pour un développement global et durable, mais aussi pour le bien-être des populations nigériennes. Tagazar a été victime d'inondations et il y a beaucoup de villages qui ont été touchés. Et nous intervenons dans la commune de Tagazar dans 5 villages et aujourd'hui nous sommes dans le village de Aïbachi.
c'est pour apporter notre appui symbolique qui est composé de 80 sacs de riz, 30 cartons de savon et 25 cartons d'huile. Cet appui n'est qu'un geste parce que quand vous prenez le sinistre, ce n'est rien comparé à ce qu'ils ont perdu. Il y a beaucoup de champs, il y a des personnes aujourd'hui qui ont perdu tout dans ce sinistre. Donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas rester insensibles à leurs problèmes. Un geste salué par la délégation spéciale de Balayara. On remercie beaucoup l'ONG Libo qui intervient beaucoup dans la commune de Tagaza. L'ONG Libo nous a appuyés maintenant dans le cadre du sinistre. Il y a beaucoup de villages d'ailleurs qui sont sinistrés. On souhaite aussi que d'autres ONG viennent intervenir aussi parce qu'on a beaucoup de villages sinistrés. On a beaucoup de champs inondés. Les bénéficiaires n'ont pas caché leurs sentiments car ce don vient à point nommé. Nous remercions infiniment l'ONG Libo pour ce geste. Que Dieu vous récompense. Ce geste de l'ONG Libo est la énième. Nous les remercions beaucoup. Que Dieu les récompense. Notons que ce don de l'ONG Libo a été rendu possible grâce à ses partenaires Eliminate Poverty Now et Pencil for Kids. Cette donation de l'ONG Libo doit inciter les autres structures pour faire de même afin de soutenir les sinistrés dans cette épreuve difficile. À Niamey, certains consommateurs se plaignent de trouver en vente sur le marché des produits périmés potentiellement dangereux pour la santé. Que pensent les citoyens sur cette situation et quel rôle joue la police sanitaire dans la lutte contre ce phénomène? Élément de réponse dans cet élément du studio Kalangu. Tout récemment même, on a été dans une alimentation. Mon biscuit, un carton inch. On n'a pas fait attention à la date de péremption. Mon c'est mon tegira, mon bout et paquet. Mon assis, c'est mon agent ou goût. Comment ça avait quelque chose de noirâtre, comment moisissure hakanga. Kakin ka sai abu ya kamata ka dibi date inch. Yana produit yake. Ya kusan mutuwa ko kuma ya mutu. Yanzu su yan kasuwa su ji tsoron Allah. Akwai masu sake dat su participant abu bai kyau ba, abu ne wanda bai kamata ba. An tanki dan kasa bai kamata ce kai haka ba. Yanzu ita ma gwamnati ya kamata ta sa ido a bisa kan wannan abu. Vendre des choses périmées, ça peut augmenter leurs revenus en somme d'espèces. Mais ici, c'est la santé des autres qui est menacée. Donc, je crois qu'ils devraient arrêter ça. C'est pas bien du tout. Nous avons déjà commencé à aller sur le marché en faisant les magasins d'alimentation générale, les boutiques, les boulangeries, tous les lieux là où on produit ou on manipule les denrées alimentaires. Quand nous prenons les boulangeries, le constat est un peu amer puisque les conditions d'hygiène ne sont pas remplies. Quant aux alimentations générales, il y a là où on a trouvé des produits périmés et on a procédé à la saisie. Il y a d'autres, quand le produit est périmé, ils font un reconditionnement. Donc, si c'est le riz, ils enlèvent le riz du sac et les conditionnent en kilos ou bien en demi-kilo. Il y a des sanctions prévues par rapport, puisque quand vous prenez, si c'est la vente ou la production des produits périmés, c'est l'article 124. Donc, c'est une amende qui varie de 4 000 à 50 000. Et en cas de récidive, on double. Célébration de la nuit de la communication samedi dernier à l'hôtel Radisson Blu organisé par le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance. Objectif, rendre hommage à ceux qui le méritent. Abdelrazak Léo. C'est une cérémonie qui se veut celle de la célébration de la nuit de la communication, présentée par le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance.
Elle a aussi pour objectif de faire la visibilité des grandes réalisations faites dans plusieurs domaines et ministères, comme ici avec le ministère de la Communication, avec cette projection. Oui, la nuit de la communication, cette nuit est donc une nuit exceptionnelle pour nous, au réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance. Cette nuit est une occasion pour nous, ces hommes et femmes qui ont décidé de nous accompagner dans notre mission. J'ai un mot exceptionnel à adresser à un ministre. Et ce ministre-là nous a accompagnés nuit et jour. Il s'est engagé et il l'a fait. Il s'agit du ministre de la Communication, M. Salah Habi, que je vous demande d'applaudir. Nous avons convenu de placer le projecteur de notre caméra sur un certain nombre de ministères qui sont représentés ici par leurs premiers responsables. Et c'est extrêmement important pour nous de saluer la présence de ces ministres-là. Nous avons convenu d'initier cette activité-là pour rendre hommage à ces hommes, à ces différents responsables et à leurs collaborateurs qui ont mis le paquet pour accompagner le programme de la Renaissance. Présent lors de cette cérémonie et avec un cachet particulier, le ministre de la Communication s'est dit honoré et a félicité qui de droit. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Mamadou, du gouvernement et son chef, Bédi Rafini, féliciter l'ensemble de la presse nigérienne, qu'elle soit privée ou publique. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs de cette soirée, parce que c'est pour nous une soirée inoubliable qui a consacré un certain nombre de ministères. Mais je veux simplement vous dire simplement ceci, que tous les ministères nigériens sont concernés par vos distinctions. Et je pense que pendant 10 ans, le programme de renaissance a été exécuté de main de maître par le chef de l'État à commettre son gouvernement et l'ensemble du peuple nigérien. Cette célébration de la nuit de la communication rend hommage à ceux qui le méritent et vise à promouvoir les services publics et la bonne gouvernance. Place à présent à la partie magazine de cette édition. Noufar Jizka réagit par rapport à la lettre du gouverneur de la région de Maradi adressée au député national Sani Lawali Di Atia. Très bonne réception à vous. Effectivement, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette question-là. Nous avons reçu la lettre du gouverneur qui a été adressée à l'opérateur économique Sani Atia, qui en plus est un député national de son État, actuellement en exercice, je vais dire sous mandat parlementaire. Donc nous avons analysé le contenu de la lettre et effectivement nous nous sommes rendus compte que c'était une lettre de trop que le gouverneur ne doit pas ou ne peut pas écrire sous cette forme. Même s'il s'agissait d'un simple citoyen, un simple opérateur économique comme ça, alors que dans la même lettre, il n'ignore pas, il a même expressément rappelé que Sani Atia est les députés. Il a invoqué son statut de député et pour être dans la position encore de lui faire pour lui proférer les menaces qu'il a proférées, ce qui n'est pas du tout normal. Il est député et je me rappelle que dans le programme spécial, dans le programme du président de la République, sa priorité, on a dit, c'est construire des institutions fortes. C'est ça, non? Et si on doit construire les institutions fortes, il faut avoir des institutions fortes, c'est le respect des institutions. Et le respect des institutions, le respect de la charpente et du fonctionnement de notre administration et du fonctionnement de notre République. Lui, il est un gouverneur, l'autre est un député en fonction. Et qui se permettent d'ignorer, de vouloir délibérément croire qu'il peut ignorer son statut de député, le banaliser au point où il peut écrire que ça. Non. Dans le cas d'espèce, lui, son statut de député, il est au-dessus de ses autres activités. Et lui, c'est comme si aujourd'hui, lui, il est gouverneur, on ignore qu'il est gouverneur et on le prend pour ce qu'il est.
en tant que simple Zakari Oumoum, et peut-être à la retraite ou peut-être ancien fonctionnaire ou des choses comme ça, et que des gens me connaissent son statut de gouverneur. Et ça n'a pas de sens, ce n'est pas normal qu'il le fasse. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république et nous avons des institutions de la république, nous avons des règles qui sont établies. Nous devons être capables d'être en situation de nous respecter, de respecter ça les uns les autres. Surtout ici, c'est encore plus prégnant pour ceux qui concernent les responsables. Lui, il est un gouverneur. Donc le gouverneur, il est sous administration, il est chaquement inférieur au ministre même je sais pas, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'est qu'un membre du gouvernement et que tous les membres du gouvernement sont sous l'autorité du Premier ministre. Et même le Premier ministre, le député est au-dessus de lui. La Constitution est claire à son article 87. Chaque député est représentant de la nation entière. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer que le député est à banaliser. Même si aujourd'hui, par l'ignorance des rôles et des places des uns et des autres, les gens parfois ils posent certains actes qui sont de nature à autoriser les gens à croire qu'ils peuvent le faire. Je me rappelle, il y a eu des conflits comme ça qu'on a gérés et qu'on a vécu, disons, en 1993 entre certains députés et certains membres du gouvernement. Et Sanoussi Jakou connaît très bien ça, parce que c'est lui-même qui a été porteur de cette lutte. Et face à ses collègues, ses collègues du même parti que lui, mais lui étant député et ils sont membres du gouvernement, il leur arrive de vouloir leur manquer en tant que député. Il a l'habitude de les ramasser. Tout le monde se souvient de son intervention. Et le 11 août 1994, à l'occasion du débat sur la motion de censure introduite à l'époque par le MNSD Nassara et face au régime de l'AFC, le gouvernement de Mahamadou Issoufou à l'époque. Donc il avait, en tant que député, il a fait jusqu'à présent un truc qui est resté historique pour rappeler la place des uns et des autres. Donc je fais tous ces petits rappels pour dire que le gouverneur ne doit pas manquer dans son comportement en tant que gouverneur, agissant au nom de son statut de gouverneur, écrire à quelqu'un qui, par ailleurs, a un statut de député, et tu veux l'ignorer, et aussi ensuite tu le rappelles dans la lettre. Donc ça veut dire qu'en agissant ainsi, c'est même à la République qu'il a manqué. Tout simplement. Et donc c'est pour cela que nous avons estimé que, premier aspect, en tant que citoyen, acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme et défenseur et promoteur de la démocratie, parce que nous faisons ce travail d'éducation citoyenne, d'explication des uns et des autres pour que les gens comprennent comment les choses doivent fonctionner. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Depuis les années 2000, on fait ce genre de travail pour attirer l'attention des gens sur les fondamentaux, sur ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut faire. Bon, donc, cela dit, quand on a analysé la lettre, on voit que dans la lettre, le gouverneur invoque une loi qui concerne les banques et les institutions financières décentralisées, genre les microfinances, les institutions de microfinance. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, c'est un individu. En tant qu'individu, il a ses ressources et qu'il utilise. Il a développé des initiatives, d'ailleurs plurielles, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, ce n'est pas que ça qu'il fait aussi. Et souvent d'ailleurs on a vu des images dans ce que lui-même a expliqué, il a montré des images où le gouverneur précédent avant lui ont été amenés à se retrouver avec lui, à l'encadrer, parce qu'ils trouvaient que l'initiative était géniale, était généreuse, était soutenable, parce qu'on voit bien que les populations bénéficiaires sont contentes et que les gens apprécient et hautement ce qui est en train de se faire. Maintenant, quand vous écoutez tous les discours, on dit que non, on lui reproche que c'est comme si il fait de l'usure. Il a expliqué que lui, il ne fait pas de l'usure. Il a expliqué qu'il ne fait pas de l'usure parce que c'est ce qu'il prête aux gens, c'est ça qu'il leur demande de ramener. Et on leur demande de ramener, et quand on la ramène, on donne aux autres. Et ça c'est même déjà, même au niveau de l'État, ça a été pensé à un moment donné dans ce pays, et ça a fait le bonheur des populations. En 2000, lorsqu'il y a eu l'initiative PPTE,
et qu'il fallait développer des initiatives pour lutter contre la pauvreté et la misère. Donc, on a demandé au gouvernement du Niger, dans le cadre de l'initiative PPTE, de développer des initiatives de lutte contre la pauvreté. Et à ce moment, le président Tanja, à l'époque, avait initié ce que l'on appelait le programme spécial, à l'intérieur duquel il y avait une sorte d'activité de ce genre de crédit-là, où on fait des crédits féminins, on les prête soit de l'argent, ou on les donne, on achète des animaux, on les donne, et maintenant, après, on rembourse. Et quand vous remboursez, on donne aux autres, on donne aux suivants. Et ça fait le bonheur de beaucoup de familles. Et aujourd'hui, depuis tout ce temps-là, c'était quelque chose qui a... Maintenant, lui, en tant qu'individu, avec les ressources qu'il a par les activités qu'il met, il a décidé de faire des choses comme ça. On a vu qu'il a acheté des motos en Maradi, qu'il a donné des motos à des jeunes moyennant des conditions qu'il a déterminées. Et souvent, il y a des quotes-parts qu'il faut donner, une sorte de contrepartie. Souvent, c'est sans contrepartie. Des gens qui sont assis, qui ne font rien, qui n'ont aucune activité. Et qui viennent à se retrouver avec quelqu'un qui développe une initiative où il dit qu'il est prêt à les acheter, les outils de travail. Et qu'ils vont rembourser à partir d'un certain moment donné, sous les conditions qui sont déterminées, pour qu'on puisse encore répliquer en donnant aux autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut comprendre que le gouverneur vienne à dire que non, ce monsieur, c'est un trompe-l'œil qu'il fait, c'est un menteur, c'est un escroc, il veut... Escroc par rapport à quoi? Et dans quel but? Dans quel but? Pourquoi quelqu'un va raisonner? Même si c'est une personne qui l'a donné, c'est son argent. Il l'a donné à une personne. Il a aidé 10 personnes. Si vous avez pensé qu'il doit aider 1000 personnes, il a aidé 10 personnes. Tout. Il a aidé 10 personnes. Où est le problème? Est-ce que cela doit donner lieu à une menace et à venir l'intimider et à dire que non, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas ça et qu'il n'a pas le droit de le faire? Rien ne dit qu'on ne peut le faire. Il n'y a aucune loi au Niger qui empêche à un citoyen qui a la possibilité de faire ce genre de choses, d'aider ses compatriotes, surtout que pour la première fois sous la 7e République, nous avons adopté un principe qu'on appelle le principe de justice sociale et le principe de solidarité nationale. Particulièrement le principe de solidarité nationale. En vertu de ce principe de solidarité nationale, il est attendu de chaque citoyen nigérien de faire preuve de solidarité vis-à-vis des autres compatriotes. Ce n'est pas qu'à travers l'État que la solidarité nationale doit s'observer. C'est un principe républicain et on attend que tous les citoyens de la République soient capables de développer des formules de solidarité, que ce soit intra-famille, entre les familles, dans un village, entre les villages, dans le pays de façon générale, pour que cet esprit de solidarité puisse être le ciment de notre fraternité, étant le moyen de notre devise, vous le savez. Le Niger, c'est la fraternité d'abord, travail et progrès. Lorsque nous faisons preuve de solidarité entre nous, et ça va renforcer notre fraternité, notre confiance, notre entente. Et vous imaginez bien que chaque fois que les gens ont bénéficié de ce genre de choses, les gens qui vous font preuve de générosité, ça développe une certaine confiance, une certaine familiarité entre les gens. Et on a dit, même un animal agressif, celui qui accepte de l'aider, de le donner, et cet animal-là peut devenir son ami. On a vu déjà comment ça se fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un monsieur comme ça qui doit être soutenu dans ce qu'il fait et apprécié dans ce qu'il fait, au lieu de ça maintenant, on va se prendre de considérations par trop politiciennes, parce que ici c'est évident, ce n'est que des considérations politiciennes ici qui amènent les gens aujourd'hui à estimer que ce n'est plus pertinent qu'ils continuent à le faire maintenant, parce qu'on trouve qu'à travers ça, ça le renforce. Peut-être politiquement, parce que désormais, il a une obédience politique peut-être différente de la leur aujourd'hui. Et donc, en conséquence, comment il faut faire pour être dans la position de lui couper ce qu'ils appellent les branches sur lesquelles il espère pouvoir et développer son parti politique ou leur parti politique. Donc, voilà un peu, à mon avis, c'est ça le jeu. Et c'est pour cela que nous estimons que ce n'est pas normal. Et il faut dénoncer ça, il faut condamner ça. Il faut inviter les uns et les autres à la vigilance et rappeler le gouverneur de Maradi à l'ordre et inviter aussi, bien sûr, les plus hautes autorités à regarder cette question-là, à faire attention, parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui aide les populations, dans un contexte de difficulté aujourd'hui, de misère presque générale,
où les gens peinent à développer des stratégies de résilience pour faire face à la situation. Quelqu'un dit, il peut vous aider. La dernière fois, j'ai vu pendant le mois de Ramadan, il a dit, il va donner aux gens des prêts d'argent qui vont les permettre, durant la période du mois de Ramadan, quand il y a beaucoup d'activités génératrices de revenus que les gens peuvent entreprendre, durant la seule période, si on te prête de l'argent, même si c'est 100 000 francs, tu peux mener des activités. À la fin de la période du jeûne, tu as peut-être reçu à utiliser ces 100 000, tu ramènes, peut-être que ça t'a permis d'avoir 125 000 ou 150 000, peut-être, pourquoi pas. Et donc, ça veut dire que déjà, tu as bénéficié par ton activité de 25 000 qui est lié à ce que tu as pu faire en utilisant l'argent qu'il t'a prêté. Mais donc, où se trouve le problème dans ça? Est-ce qu'on a besoin de le confondre à une microfinance ou de le confondre à une banque? Sachant très bien que dans notre culture même, c'est une pratique. Et d'ailleurs, même les gens le font de façon naturelle. Souvent, quand les gens viennent à la veille de la campagne hivernale, mais les gens n'ont même pas le semis. Ils vont chez les attagérés, comme on le dit, dans le terroir. Et on va là-bas, on cherche à avoir de quoi avoir les semis, puis ensuite de quoi même utiliser pour travailler pendant les travaux des champêtres. Et puis à la fin des récoltes, lorsque vous aurez récolté, dans ce que vous avez pu gagner de la récolte, vous enlevez une part pour donner à celui qui vous a prêté ce qu'il vous a donné. Mais ça, c'est déjà connu. Mais on n'appelle pas ça c'est pas une banque. C'est pas un système de crédit bancaire ou un système de crédit de microfinance. Donc pourquoi est-ce qu'on va délibérément choisir de faire une confusion dans le but uniquement de nuire? Parce que la question, c'est ça. Et nous avons estimé que ce n'est pas normal. Qu'on soit dans la position en République, au moment où nous devons créer les conditions pour renforcer notre fraternité, notre solidarité, les gens sont là en train de faire une politique de la haine, une politique de la méchanceté, une politique destructrice, comme dans un élément que j'ai même écouté. Il y a un élément qui a passé où on a dit le gouverneur était en train d'expliquer qu'il avait promis qu'il va amener 10 000 tonnes d'engrais. Et qu'à cause de ces 10 000 tonnes d'engrais que lui, il a promis, le gouvernement a dit qu'il a commandé 20 000 tonnes et que du fait que Atia a promis qu'il va amener pour la région de Maradi, le gouvernement a décidé de mettre entre parenthèses Maradi et aller à d'autres régions. Est-ce que le gouvernement a le droit de faire ça? Une initiative privée, personnelle, mais le gouvernement n'a pas à compter sur ça. Si le gouvernement doit acheter 20 000 tonnes pour partager entre les 8 régions du Niger, il doit acheter, y compris Maradi. Il n'a pas à dire qu'il a appris qu'un Nigérien de Maradi ou de quelque part a décidé de faire quelque chose pour la région de Maradi et il va mettre ça dans son programme. Pour quelle raison? Donc le gouvernement n'a pas à penser qu'il a le droit de faire ça comme ça. À plus forte raison, considère que c'est un problème et à cause de ça, dans un audio qui passe, et un échange que le gouverneur a fait avec un ami à lui, qui lui a envoyé un audio, il lui a répondu, et dans l'audio qu'il a fait de réponse, il dit que non. Voilà, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui lui a demandé de porter plainte contre Atia pour avoir trompé les populations. En quoi fait ça? Il a dit qu'il est prêt à amener jusqu'à 10 000 tonnes. Ces 10 000 tonnes-là qu'il a dit qu'il est prêt à amener, mais il ne les a pas dit qu'il a déjà amené. Il peut lancer la commande jusqu'à concurrence de 10 000 tonnes, il peut approvisionner, mais il a amené une première quantité. On a dit, les gens sont en train de s'opposer à ça. Ils sont partis, ils ont dit qu'ils ont fait une enquête de laboratoire au niveau de l'ICRISAT et ils ont vu on a dit que c'est mauvais et que ce n'est pas l'engrais de bonne qualité. À partir du moment où on a dit que ce n'est pas de bonne qualité, que les gens ne prennent pas, lui, il comprend aller maintenir la commande, mais il ne peut pas amener. Dans la mesure où on a dit que ce n'est pas bon et qu'on n'est pas d'accord qu'il amène. Même s'il a amené 100 tonnes, c'est fini, il va arrêter, il ne va pas continuer. Mais si on avait dit que c'était bon, il dit qu'il était prêt à amener jusqu'à 10 000 tonnes. Et vous avez entendu dans les propos du gouverneur, il fait comme si le monsieur a dit qu'il a déjà 10 000 tonnes en magasin. Est-ce que l'État lui-même a acheté 10 000 tonnes pour mettre en magasin? À plus forte raison, un individu va acheter 10 000 tonnes pour mettre en magasin avant de chercher à réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec. Non. Donc il faut que les gens soient raisonnables. Nous, c'est ça que nous disons. La politique politicienne ne doit pas prendre le pas dans ce pays sur les fondamentaux qui doivent continuer à nous unir, qui doivent continuer à raffermir notre vivre ensemble pour que nous puissions travailler à bâtir notre République pour qu'elle puisse être un véritable état de droit qui puisse garantir à tous ce qui a été prévu dedans. Nous avons dit que l'ambition de notre pays, de notre ambition à nous en tant que Nigériens, c'est de bâtir un état de droit qui puisse garantir, 1, l'exercice des droits collectifs et individuels. 2, la liberté. Les gens soient libres comme devant. Ensuite, la justice, l'égalité. Que les citoyens se sentent égaux les uns et ils aient les mêmes traitements. Il n'y a pas de rupture d'égalité. La dignité.
que la dignité des personnes soit respectée, que leur honorabilité soit respectée, que leur prestige soit respecté. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui vilipender les gens comme ça parce que tout simplement vous avez d'autres schémas, d'autres dessins politiques. Et à cause de ça, vous allez essayer de minimiser les gens ou bien de les diffamer. Ensuite, on a dit la sûreté. Nous devons être un État sûr qui puisse garantir à tous la sûreté. Et enfin, que le tout là mis ensemble puisse concourir au bien-être des populations. Et que le bien-être, c'est quoi? C'est avoir la possibilité de jouir de tous les droits qui sont de nature à garantir le bien-être. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à avoir un logement décent, le droit à un environnement sain, le droit à l'alimentation saine et équilibrée. C'est tout ça qui est derrière ce que je viens de dire. Donc on attend que les gouvernants fassent ça. Ils ne l'ont pas fait. Ça fait 10 ans que ça dure. Ils se sont occupés d'autres choses. On n'a pas dit que rien n'a été fait. Mais ce qui a été fait, peut-être on aurait pu mieux faire avec les ressources qu'ils ont eu la chance de mobiliser parce qu'ils ont trouvé que les conditions de pouvoir les mobiliser étaient déjà réunies par les régimes précédents. Donc voilà pourquoi nous estimons que ce n'est pas normal ce que le gouverneur l'a fait et que le député Atia, en tant que député, qu'il sache qu'il n'a pas à avoir peur d'une lettre pareille. Il ne doit même pas considérer que ça, pour moi, c'est un non-événement. Et que toutes les initiatives qu'il a pour continuer à aider les populations nigériennes, qu'elles soient de la région de Maradi ou ailleurs, comme ça a été déjà le cas, il paraît qu'il n'intervient pas que dans Maradi, il intervient dans les autres régions du pays, dans les autres localités. Il y a quelques localités déjà qui ont bénéficié de ce qu'il a fait. Donc, je pense que pour moi, ces genres de personnes qui font ces genres de choses doivent être soutenues, appuyées pour qu'elles puissent continuer et faire en sorte qu'elles puissent être démultipliées en ayant d'autres Nigériens aussi qui feront la même chose.